Bonjour à tous. David et puis tous, avant de débuter mon propos, je souhaite rappeler le souvenir de deux mères. La première, la mère de ma mère, Soura Rosenberg née Schrift, que je n'ai pas connue, et qui a placé sa fille Evelyne, ma mère donc, âgée de 5 ans, dans un orphelinat de la région parisienne au début de l'année 1942 et qui fut raflée le 16 juillet et déportée par le convoi du 27 juillet 1942 pour Auschwitz, d'où elle n'est pas revenue. Je souhaite rappeler aussi le souvenir de ma grand-mère paternelle, Pessar Zaide née Ackermann, dont le mari fut déporté par le convoi du 22 juin 1942, sans retour, une veuve donc, qui rééchappa à la rafle du Veldiv, car en plus de son fils, mon père, âgé de 8 ans à l'époque, elle tenait dans les bras un nourrisson qui venait de naître, ma tante Annette. Ma grand-mère plaça son garçon en Normandie, dans une famille de résistants qui cachaient des enfants juifs, et sut survivre dissimulée dans la forêt avec son bébé durant toute la guerre. Enfin, je ne peux, tout comme le directeur d'Isieux, débuter mon intervention aujourd'hui sur la psychologie des mères dans la Shoah sans témoigner de mon affliction quant au sort des mères, des pères, des enfants d'Israël qui viennent de connaître l'horreur voulue par des barbares, inspirée par ce que les nazis ont fait aux Juifs il y a plus de 80 ans pendant la Shoah. Alors, que s'est-il passé pour les mères juives pendant la Shoah ? Il y eut celles qui se sont cachées avec leurs enfants, celles qui se sont cachées sans leurs enfants. Il y eut celles qui ont été déportées avec leurs enfants, celles qui ont été déportées sans leurs enfants, celles qui sont revenues avec leurs enfants, celles qui sont revenues sans leurs enfants. Et puis, il y eut celles dont les enfants ont été déportés alors qu'elles étaient cachées et ont échappé à la déportation. Comme vous pouvez le constater, il y eut une série de situations diverses. Dans tous les cas, déchiffrer la psychologie des mères pendant la Shoah nécessite de soulever quelques questions qui me semblent essentielles. La première étant, la Shoah, c'est quoi pour une mère juive ? C'est avant tout, du fait des lois antisémites qui entraînent l'interdiction d'exister socialement, l'impossibilité de continuer à être la mère qu'on était, et pour beaucoup d'entre elles, l'impossibilité de continuer à être mère tout court. Alors dans ce contexte où un juif n'a plus le droit de gagner sa vie, de travailler, de se déplacer, de faire les courses, ne peut plus envoyer les enfants à l'école, ne peut plus les faire soigner, et dans un contexte où les juifs sont menacés d'arrestation, d'enfermement et de déportation, que font les mères de leurs enfants ? Les ont-elles gardés auprès d'elles ? S'en sont-elles séparées ? Quand elles étaient mères de familles nombreuses, en ont-elles placé quelques-uns et gardé d'autres auprès d'elles ? Ont-elles changé d'avis ? Les ont-elles d'abord placés puis repris ou le contraire ? Une autre question plus directement psychologique nous permet de mieux comprendre la singularité du vécu de ces mamans. Dans ce contexte si tragique, quel type de relation ces mères entretiennent-elles avec leurs enfants ? Des enfants menacés, des enfants cachés et plus tard, pour certains, des enfants disparus. Il a existé une diversité d'attitudes et de réactions psychologiques, mais rappelons que chaque décision prise le fut dans la contrainte et dans une ambiance de pression et de tension qu'en psychologie on appelle l'angoisse. Les mères juives dans la Shoah sont dans leur majorité saisies par l'angoisse et comme on le verra, pour certaines, cette angoisse ne les a jamais quittées. Je vais illustrer mon propos à l'aide d'exemples de vécus authentiques dont ont témoigné les enfants de ces mamans que nous recevons dans le service psychologique dédié aux survivants et descendants de victimes de la Shoah du Centre Georges Devreux
avec Catherine Gransart et Elisabeth Malka, que vous allez entendre juste après moi. Donc dans ce service que nous avons depuis plus de 30 ans. Un service soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Commençons, si vous le voulez bien, par les mères qui se sont séparées de leurs enfants pour les mettre à l'abri. À ce sujet, le premier cas de figure que j'évoquerai est rare. Il s'agit des mères qui se sont engagées dans la résistance, comme par exemple cette maman, juive parisienne, d'origine turque, qui a fui en zone sud avec son bébé, une fille née en 1941. Ce bébé, c'est Michel. Je l'ai rencontrée en 2010 et elle m'a raconté comment elle avait survécu. Sa mère transportait des tracts qu'elle cachait dans son landau jusqu'à ce qu'un jour, le réseau lui fasse comprendre que si elle voulait continuer son action, elle devait confier sa petite, mais sans rien savoir, pour ne pas risquer de parler sous la torture au cas où elle serait arrêtée. Tout fut réalisé comme convenu. La maman s'est présentée dans la salle d'attente du médecin du village qui faisait partie du réseau. Elle y a laissé le landau avec son bébé et est repartie sans se retourner. La maman a survécu, le bébé aussi, ainsi que le papa, un juif lorrain. Tout ce beau monde s'est retrouvé après la guerre. Mais Michel est restée fille unique. Elle n'eut ni frère ni sœur. Elle m'a rapporté ce que lui avait raconté sa mère. Du jour où elle a déposé son bébé chez le médecin et a quitté la salle d'attente sans savoir où ni chez qui la petite allait vivre, elle n'eut plus jamais ses règles. Autrement dit, le choc fut tel qu'elle fut, à l'âge de 33 ans, atteinte de ménopause précoce. Se séparer de son enfant pour le mettre à l'abri fut dans tous les cas une épreuve douloureuse. Sans doute encore plus pour toutes ces mères juives qui n'étaient pas, dans leur grande majorité, des résistantes au sens politique du terme, mais de simples femmes et pour beaucoup des émigrés. Elles ont pris leurs décisions concernant ce qu'il fallait faire de leurs enfants en hésitant, en ne comprenant pas ce qui était en train de se passer, en ne pensant pas que le danger de mort était réel, ni pour elles, ni pour leur progéniture, même si elles vivaient dans la persécution et la terreur permanente. Elles ont compris simplement qu'elles n'avaient plus les moyens de se comporter comme des mères et qu'il leur fallait confier leur enfant à des inconnus. Et ce fut toujours un déchirement. Et certaines, après avoir accepté de s'en séparer, ont flanché et sont allées soit les reprendre ou simplement les retrouver. Ce fut le cas de cette mère, une juive allemande, qui avait confié ses 3 filles à Lozé, qui les avait accueillies dans une pension en province. On lui avait pourtant bien expliqué, pour ne pas faire courir de risques au pensionnat qui les cachait, les parents n'avaient pas le droit de leur rendre visite. Aucun parent, d'autant que la plupart, comme cette maman, étaient des étrangers qui ne parlaient pas le français. Mais elle n'a pas tenu. Elle a trouvé l'adresse et un jour de 1943, elle s'est débrouillée pour arriver à la propriété. Alors que la directrice voulait l'empêcher de rentrer, elle a tellement insisté qu'elle a obtenu le droit de voir ses filles rien qu'1 heure. La plus jeune m'a raconté cette dernière entrevue. Elle était petite, elle avait oublié l'allemand, cela faisait plus d'1 année qu'elle et ses sœurs étaient séparées de leurs parents, qu'elles avaient interdiction de parler une autre langue que le français, et donc avec sa maman, elle n'avait plus de langue commune. Ce fut la dernière fois que les 3 filles virent leur mère. Cette maman fut déportée et assassinée à Auschwitz, tout comme son mari, peu de temps après cette ultime rencontre. Alors, je m'interroge, qu'est-ce qui a motivé cette mère à braver tous ces interdits ? Est-ce qu'elle a simplement craqué, ne supportant plus d'être séparée de ses 3 filles depuis si longtemps ? Ou bien a-t-elle eu un pressentiment, guidée par la nécessité de revoir ses filles une dernière fois avant sa disparition ? Alors que se passe-t-il dans la tête d'une mère au moment de l'arrestation pour qu'elle ait le réflexe de se séparer de son enfant chéri ? Il s'agit évidemment d'un acte héroïque, encore plus quand il impose à la mère de se montrer violente envers son propre enfant qui ne comprend pas, qui ne veut pas la quitter, comme ces mamans qui ont donné une claque
pour forcer l'enfant à partir, rejoindre la voisine en prétextant que c'était la vraie mère pour tromper les gendarmes venus les arrêter. À ce sujet, on lira évidemment l'autobiographie de Rachel Gédinac, « Nous étions seulement des enfants ». Et sans être violente, combien de mères juives ont sauvé leur enfant le jour de la rafle du Veldiv à Paris, dans la cohue d'un commissariat, en leur montrant la sortie et en leur disant en yiddish « Läuf avec »« Cours, sauve-toi ». Jacques Nissaver, resté seul dans Paris à l'âge de 12 ans, s'en est souvenu toute sa vie. Le 16 juillet 1942, il s'est enfui, laissant derrière lui sa mère et ses petits frères et sœurs qu'il n'a jamais revus. Et puis il y eut les mères en difficulté psychique qui ne sont pas parvenues à contenir leur stress, leur anxiété ou encore leur dépression, au point que les rôles s'inversèrent et que ce fut à l'enfant de protéger la maman complètement démunie et même pour certaines carrément en crise. Ce fut le cas de la petite Cécile Rochman. Cécile est née en 1934 à Paris, de parents juifs polonais. Le 14 juillet 1942, les parents et leur fille séjournent dans une bicoque qu'ils louent dans un village de la région parisienne. Le 16 juillet, le père est prévenu qu'ils ne doivent pas rentrer à Paris. Cécile et sa mère passeront toute la guerre dans cette petite maison, tandis que le père fera des allers-retours pour trouver de quoi les nourrir. Cécile raconte comment sa mère était terrorisée. Il faut dire que leur habitation était attenante à une grande propriété qui avait été réquisitionnée par la Wehrmacht et l'organisation Todt. Elles entendaient et voyaient les soldats allemands parader autour d'elles. La mère de Cécile a sans doute été traumatisée par ce qu'elle vivait, l'interdiction d'exister, la menace permanente, assortie d'un déclassement et d'un dénuement insensé durant ces 3 années de terreur. Elle faisait des crises d'angoisse au point de s'évanouir. Et c'était à sa fille de 8 ans, elle-même saisie de terreur, qu'en rentrant de l'école, elle trouvait sa mère à terre, inanimée, comme morte, de la soigner, sans ameuter les voisins. Les rôles s'étaient ainsi inversés. C'était à la petite de calmer l'adulte. Et cette inversion, induite par la menace absolue, fut renforcée quand, en 1943, cette mère envahie d'angoisse apprit que sa propre mère, donc la grand-mère de Cécile, restée à Paris, avait été arrêtée. Elles étaient coincées là, dans la misère, juste à côté de ses agresseurs, sous la menace, impuissante et désespérée. Ainsi, entre Cécile et sa mère, traumatisée, s'était établie une relation complexe, contre nature. L'enfant faisait l'adulte, afin que l'adulte ne disparaisse pas dans sa fragilité infantile. Et puis, cette inversion des rôles s'installa définitivement après-guerre, quand ce fut évident que la mère de la mère, la grand-mère de Cécile, ne reviendrait jamais de déportation et qu'on sut dans quelle monstrueuse agonie elle perdit la vie. Cette histoire dramatique, Cécile Rochman-Huberman l'a racontée dans son livre « Une enfance cachée », publié il y a peu de temps aux éditions Le Manuscrit. Et puis, il y eut des mères qui tombèrent gravement malades, qui décompensèrent, comme on dit dans notre jargon psychiatrique, et durent être hospitalisées. Ce fut le cas de la mère de Paula, une juive polonaise qui, une fois que les gendarmes avaient quitté l'appartement, emmenant avec eux son mari, dit à sa fille d'aller chercher la voisine, car elle sentait qu'elle était en train de perdre la raison. La petite Paula, âgée de 6 ans, voyant sa mère dans un état de prostration inquiétant, s'exécuta. La voisine fit appeler un médecin et la mère de Paula fut emmenée et internée en psychiatrie. Paula fut mise à l'abri. La mère de Paula survécut. Elle passa toute la période de la guerre dans des hôpitaux psychiatriques de la région parisienne. Elle y passa en réalité tout le reste de sa vie. Alors, j'ai dit que la mère de Paula avait survécu, mais j'en suis pas si certaine. Je veux dire, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que passer son existence enfermée en hôpital psychiatrique, c'est avoir survécu à la Shoah. J'aurais plutôt tendance à dire que ces décompensations psychiques furent une autre manière
qu'eurent les nazis de tuer les âmes juives. Ils les effrayèrent au point de leur voler leur faculté d'être présentes au monde, au point d'être incapables de reconnaître leurs propres enfants, comme ce fut le cas de la mère de Paula quand sa fille lui rendait visite à l'asile. Certaines mères ont été rendues anxieuses à l'extrême, d'autres psychotiques, d'autres encore profondément dépressives. Ce fut le cas de la mère de cette petite, âgée de 6 ans, une mère abattue, désespérée, car son fils, son aîné, un adolescent de 16 ans, avait été arrêté. Certes, elle a son mari, elle a sa petite fille, mais elle est anéantie par l'arrestation de son fils chéri. Qu'ensuite, à la rafle du Veldiv du 16 juillet, elle est internée avec sa fille, au Veldiv donc, et que son mari, resté libre, parvient à les faire mettre sur la liste des personnes qui doivent être libérées, elle n'entend pas son nom hurler à 2 reprises dans le haut-parleur. Certes, il y a le brouhaha général, certes, elles sont exténuées, assises dans les gradins depuis bientôt 3 jours au milieu de la foule, dans la canicule, la saleté, l'hystérie, le désespoir et la folie générale. Mais c'est la petite de 6 ans qui dit à sa mère « Maman, ils ont appelé notre nom ». La mère dit « Non, c'est pas vrai ». Non, non. Et la fille insiste « Si, ils ont dit notre nom ». Et la mère continue « Non, non, c'est pas vrai ». Et c'est le petit garçon qui joue à côté de la fille qui dit « Madame, si, elle a raison, ils ont appelé votre nom ». La mère et sa fille vont heureusement sortir, vont survivre, ainsi que le père de famille, mais le fils chéri, l'adolescent, lui, ne reviendra pas de déportation. Pourtant, la mère l'attend. Chaque fois qu'elle sort de la maison, chaque fois qu'elle part faire des courses, elle lui laisse des mots sur la porte. Mais il ne revient pas. Et en 1950, elle se laisse mourir de chagrin. Après sa mort, dans son lit, qu'elle ne quittait plus, on trouvera la photo de son fils chéri sous son oreiller. D'après sa fille, la petite sauvée du Veldiv, sa mère a été détruite par la tristesse et la culpabilité. Elle se pensait responsable de la disparition de son fils chéri. Voici pourquoi. Ça se passait début 1942 à Paris, le lendemain d'un attentat commis par des jeunes résistants dans un bureau allemand de la rue de Rivoli. La police avait trouvé l'adresse des résistants, ils sont venus les arrêter, mais ils n'étaient pas chez eux. En redescendant l'escalier de l'immeuble, ils ont croisé un adolescent qui pouvait bien correspondre et l'ont embarqué, ils l'ont emprisonné, interrogé, lui ont fait un faux procès avec des faux témoins et comme il était juif, l'ont interné au camp de Drancy d'où il a été déporté à Auschwitz sans retour en septembre 1942. Cet adolescent, c'était le frère aîné de celle qui, 60 ans après les faits, en consultation transgénérationnelle au centre Georges Devreux, nous raconte cette histoire dramatique restée si présente dans la famille. L'histoire d'une mère dans la Shoah qui ne s'est jamais remise d'avoir insisté auprès de son fils pour qu'il descende lui faire des courses alors qu'il ne voulait pas y aller. Une maman qui avait survécu en apparence et qui en réalité avait disparu avec son fils aîné dans la Shoah. Alors, il y eut des mères déprimées, des mères malades, angoissées, et puis il y eut des mères qui furent l'inverse, qui se révélèrent exceptionnelles, nanties soudainement de dons extraordinaires, comme cela peut arriver dans des situations de stress extrême ou de menaces de mort. Des mères qui ont suivi leur intuition et qui ont ainsi assuré la survie de leurs petits. En réalité, bien qu'on ose en parler, de peur de passer pour des mystiques ou des irrationnels, ce fut le cas de nombre de mères de nos usagers anciens enfants cachés. Ce fut le cas de la maman d'Agnès qui, après une soirée en famille, s'était laissée convaincre par sa fille âgée de 6 ans de la laisser dormir chez sa sœur, la tante d'Agnès donc, avec sa petite cousine. À 11h du soir, cette maman eut une sorte d'illumination. Elle eut l'intuition qu'il lui fallait aller récupérer sa fille. Elle est sortie de chez elle, en plein couvre-feu, et a ramené sa fille Agnès chez elle. Bien lui en prit. À l'aube, le lendemain matin, les gendarmes ont frappé à la porte de la sœur et l'ont emmenée avec la petite cousine. Aucune des deux n'est revenue de déportation.
Agnès a toujours su que c'était grâce à cette fulgurance maternelle qu'elle avait échappé au pire. Ce fut également le cas de la mère de Victor, âgé de 5 ans, qu'elle avait placé en province après que tous deux étaient sortis miraculeusement d'abord du Veldiv et puis une autre fois du camp de Drancy. La maman de Victor s'était mise à douter. Elle était à Paris, elle sentait qu'elle devait aller récupérer son enfant, mais c'était si risqué, et puis autour d'elle, on lui disait de ne pas le faire. Mais une nuit, elle eut un rêve. Elle vit sa mère, donc la grand-mère de Victor, qui était décédée de longues années avant en Pologne, qui lui a apparu clairement et qui lui dit « Va chercher ton enfant, le chemin est libre ». Ce qu'elle fit, elle alla chercher Victor et ensemble, ils traversèrent clandestinement la France et réussirent à passer en Suisse en 1943. Victor sait qu'il doit sa survie à sa mère et à l'apparition en rêve de sa grand-mère décédée bien avant sa naissance. Alors, parce que la psychologie d'un individu dépend du contexte et des interactions qu'il entretient avec autrui, comprendre les réactions des mères pendant la Shoah nécessite aussi qu'on prenne en considération le comportement des enfants. La plupart des enfants juifs, je dois vous le dire, se sont montrés hyper adaptés. C'est souvent le cas dans des situations de stress extrême, comme par exemple le cas des bébés des mères malades, des mères délirantes. De fait, on a constaté que les bébés de mamans totalement inadaptés pouvaient se montrer particulièrement calmes, savoir se retenir de pleurer comme s'ils comprenaient que s'ils voulaient survivre avec de telles mamans, ils devaient impérativement éviter de réveiller leur folie ou leur violence. On a même vu certains bébés développer carrément des compétences psychologiques précoces, des comportements dignes de psychothérapeutes. Ces bébés, au lieu d'imposer leurs besoins affectifs et biologiques à leur mère, sont comme des éponges. Ils perçoivent la situation et se mettent en quelque sorte en retrait pour ne pas en rajouter. Eh bien, dans le cas des enfants cachés, juifs pendant la Shoah, nous avons constaté que la majorité n'a posé aucun problème. De fait, la contrainte est si forte, le stress des adultes est si tangible que l'enfant normal, entre guillemets, change radicalement de comportement et devient hyper adapté. Le petit garçon, la petite fille qui était jusque-là capricieux, douillet, spontané, pleurnichard, devient en quelques secondes un enfant parfait. Sans qu'on lui explique, sans qu'il comprenne précisément de quoi il s'agit, il devine que le danger est important, que ses parents et les adultes autour de lui subissent une pression telle qu'il doit impérativement se soumettre afin de ne pas rajouter de danger à celui qui existe déjà. La plupart des enfants cachés ont joué le jeu, ont changé radicalement en quelques secondes de fonctionnement psychique, je veux dire, mais certains, les plus fragiles peut-être, n'ont pas réussi à changer, à s'adapter, et ont imposé leur angoisse, ont soumis leur mère à leurs propres exigences. Cela a sans doute mis en risque de nombreuses mamans, cela en a peut-être sauvé d'autres. Pour illustrer ce cas de figure, je rappellerai l'histoire célèbre de la philosophe Sarah Kaufmann. Née à Paris en 1934 dans une famille juive orthodoxe ne parlant que le yiddish. Le père, un rabbi juif polonais, avait été arrêté et interné. Il s'était donné à la police en imaginant qu'ainsi sa femme et leurs nombreuses progénitures seraient épargnées. Quant au fond, il avait vu juste. Madame Kaufmann place ses enfants à la campagne et trouve une cache pour elle. Mais voilà que l'une des filles, Sarah, âgée de 8 ans, ne supporte pas la situation. Elle vomit quand on lui donne du porc à manger, elle fait des crises, elle réclame sa mère, au point que la paysanne fait savoir à Madame Kaufmann qu'elle doit vite venir chercher Sarah avant qu'elle finisse par les faire tous dénoncer. La maman ramène Sarah à Paris et trouve une Française, une célibataire, qui vit dans le même quartier et va les cacher toutes les deux dans son petit logement.
Madame Kaufmann, qui ne parle pas le français, n'en sortira pas pendant toute la guerre. Elle assistera, sans rien pouvoir dire, au rapt de son enfant par cette femme française, émancipée, célibataire, antisémite, au rapt donc de son enfant, de cette femme qui n'a pas d'enfant, qui a un amant et qui est séduite par l'intelligence et la vivacité intellectuelle hors du commun de la petite enfant juive. La Française décide de l'initier, de l'adopter. Et Sarah y prend goût. Elle se met à détester sa propre mère et ses propres origines. Elle aime ce que lui apprend cette nouvelle mère, la musique classique, la littérature, la France, le français. Le dimanche, la femme l'emmène manger la bonne cuisine française dans la famille en banlieue. Grâce au marché noir, les déjeuners sont des moments de fête. Le porc, le veau qu'on cuit dans le lait et la crème, le saucisson, etc. Bref, tout ce à quoi Sarah était allergique devient ce qu'elle adore. Tout cela, sous les yeux de Madame Kaufmann, une yiddish mame, coincée, muette, impuissante, souffrant le martyre du rejet de sa fille. Sarah Kaufmann deviendra l'une des grandes intellectuelles françaises, spécialiste de Nietzsche. Elle a raconté dans son dernier ouvrage « Rue ordinaire, rue là-bas » sa trahison d'enfant juif caché, qui pour survivre et plaire à sa nouvelle mère non juive était devenue étrangère à sa famille et à la culture religieuse juive yiddish de ses parents. Sarah rejeta sa mère, elle en eut honte, elle se mit à la détester. Cette mère juive traquée, cette Rebetze, femme de rabbin, cette veuve, ne comprit jamais pourquoi cette fille lui fit endurer tant de souffrances et pourquoi ce rejet perdura toute sa vie. En 1994, Sarah Kaufmann s'est confiée, je devrais dire s'est confessée publiquement, dans la même année de la publication de ce petit livre d'aveux, ce bijou autobiographique d'une enfant juive cachée, Sarah Kaufmann s'est donné la mort. À présent, j'aimerais aborder avec vous les situations les plus difficiles, les plus délicates sans doute. Enfin, j'hésite ici à hiérarchiser la souffrance tant l'épreuve fut pour chaque mère inhumaine et incompréhensible. Mais je dois maintenant parler du cas des mères dont les enfants ont disparu dans la Shoah. Le cas des mères qui ont survécu alors que leurs enfants n'ont pas survécu et qui n'ont cessé d'attendre leur retour. Ces mères qu'évoquera tout à l'heure Beate Klarsfeld. Je dois le dire ici, en vérité, toutes les mères des enfants morts dans la Shoah ont attendu le retour de leurs petits. Mais je dois préciser que cette attente, cet espoir fou qu'un jour les disparus réapparaissent, ne concerne pas seulement les mères des enfants morts, car ce fut la réalité psychologique de tous les survivants, surtout les orphelins de la Shoah, qui ont espéré toute leur vie durant le retour, la réapparition de leurs parents. Cet espoir fou, gardé souvent secret, s'explique, je crois, par deux données spécifiques à la Shoah. D'une part, la soudaineté et l'absence de raison de la mort des victimes, et d'autre part, l'absence d'annonce de la mort et de rituels funéraires pour les disparus. Leur corps n'a pas été lavé selon la tradition juive, il n'a pas été placé dans un linceul, il n'a pas été mis en terre, les morts n'ont pas eu leur kaddish, leur prière des morts. Au contraire, leur corps a disparu, il a souvent été réduit en cendres, comme si les nazis avaient délibérément fabriqué des non-morts. Ces morts dans la Shoah sont des disparus au sens français du terme. Ils ne sont plus là. Mais où sont-ils ? Du point de vue du fonctionnement social et psychologique, les morts de la Shoah n'ont pas d'existence en tant que morts. Ils ne sont plus là dans le monde d'ici, mais n'ont pas non plus acquis de statut dans le monde des morts juifs. Leur disparition n'a pas reçu de signification. Ce sont des morts en errance. Comment les mères ont-elles réagi à ces morts suspendues ?
C'est ce dont je vais vous parler à présent. La première maman dont il s'agit est cette pauvre mère, une juive émigrée, dont les 4 enfants, 4 petits, avaient été placés dans une maison d'enfants de l'UGIF et déportés à Auschwitz. À partir de la libération, tous les matins, on pouvait la voir assise sur les marches à la sortie du métro Place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris. Elle restait là toute la journée. Et quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait en yiddish « J'attends les enfants, je ne bouge pas, car il ne faut pas que je les rate quand ils vont revenir. Ils sont petits, ils ne connaissent pas le chemin pour rentrer à la maison. » On avait beau lui expliquer que ses enfants ne reviendraient pas, elle restait là toute la journée sur les marches du métro à les attendre. Et puis un jour, on la vit plus, elle n'était plus là. Elle a sans doute terminé sa vie dans le pavillon des survivants à l'hôpital psychiatrique Esquirol du professeur Barouk, l'un des rares psychiatres qui a su accueillir après la guerre les souffrances spécifiques des survivants de la Shoah. Mais il y a des enfants morts qui sont attendus d'une autre manière. La petite, dont je vais vous parler maintenant, s'appelait Josette Veil. En 1943, Josette avait à peine 1 an quand elle fut arrêtée, internée et déportée avec son frère Jean, âgé de 6 ans, et sa mère Odette Veil. Les 3 ont d'abord été enfermés dans une prison parisienne, puis au camp de Drancy, puis déportés au camp de Bergen-Belsen, dans la partie réservée aux épouses de prisonniers de guerre juifs. Tout le temps de cette tragédie, la petite Josette a été terriblement malade et sa mère n'a cessé de chercher les moyens de la soigner. La petite a appris à parler, à marcher, tout en souffrant de maladies, de fièvre, de faim, d'infections à répétition, un martyre que raconte Odette à son époux dans un écrit poignant qu'elle lui adresse peu de temps avant de le retrouver en octobre 1945. La petite n'a pas survécu. Elle est morte quelques jours à peine après la libération des prisonniers en Allemagne. Et voici ce qu'écrit Odette Veil à son époux dans l'introduction de son récit. « Mon cher petit mari, en quelques mots, sur ce petit livre, je vais te tracer la vie malheureuse, bien trop courte, de notre si chère petite fille. » À la fin de son introduction, Odette Veil a précisé « Je te dirai tout mon bonheur immense d'être à nouveau près de toi. Tu me rends tellement heureuse. Je n'ai qu'un désir à te formuler, celui d'être à nouveau maman d'une petite Josette. Je sais que tu partages mon désir. Pour toi, pour toujours, je suis et resterai ta petite femme, maîtresse et confidente. » Odette va rentrer à Paris avec leur fils Jean, un enfant survivant de Bergen-Belsen, et tombe enceinte très vite. Elle met au monde une petite fille qu'elle prénomme Marie-Josette, qu'on appelle Marie-Jo. Marie-Jo est venue nous rencontrer au centre Georges Devreux pour nous raconter l'histoire de sa mère et comprendre la difficile relation qu'elles ont eue, pour s'en libérer sans doute aussi. Marie-Jo nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous à Isieux. Alors voici ce que nous avons compris. Je parle sous le contrôle de Marie-Jo. Odette, sa mère, pendant sa grossesse, juste après-guerre, attendait le retour de Josette, l'enfant morte à la libération du camp. Mais Josette n'est pas revenue. Marie-Jo, ce n'est pas Josette. Elle ne lui ressemble en rien. Elle est brune, la petite Josette était blonde. Leurs traits physiques sont bien distincts, leur caractère est tout autre. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Josette est née en 1942. À l'époque, le papa était déjà prisonnier de guerre. Odette a tout fait pour faire vivre la petite. Ensemble, elles ont vécu et traversé l'enfer.
Et puis finalement, au lendemain de la fin de leur martyre, la petite a rendu son dernier souffle comme si elle avait abandonné sa mère, comme si la mère avait échoué à sauver sa fille. Josette a été enterrée en Allemagne, à Treblitz exactement, mais pour Odette, Josette n'est pas complètement morte. Elle n'est plus là, mais elle va revenir. D'ailleurs, elle a failli revenir au travers de cette nouvelle grossesse, quasi miraculeuse, de cette femme qui sort de camp. Mais ce fut un leurre. Josette est restée une ombre, une présence, qui empêcha que s'établisse entre Odette et sa nouvelle fille Marie-Jo une relation d'amour normale entre une mère et sa fille. L'existence de Marie-Jo est même une sorte de gêne pour Odette. Marie-Jo est comme un leurre. Elle aurait dû être cet enfant martyr, cet ange parti à leur libération et qui serait réapparu quelques mois après le retour à Paris et qui aurait enfin vécu dans un monde libre, en pleine santé, avec ses 2 parents et son frère aîné. Une petite qui aurait eu une seconde vie en quelque sorte. C'est cet espoir qui a empêché que se crée un lien équilibré entre Odette et Marie-Jo. Car Odette a toute sa vie cherché Josette dans Marie-Jo sans jamais la trouver. Sauf à la fin de sa vie, alors que Marie-Jo était à son chevet, l'aidait, la soutenait, peu de temps avant qu'elle rende son dernier souffle et qu'elle ne l'appelait plus que par le prénom de sa première fille, Josette. Marie-Jo a bien tenté de faire reconnaître à sa mère qui elle était, mais il n'y eut rien à faire. Alors avec Marie-Jo, nous nous sommes demandé qu'aurait-on pu faire pour qu'enfin, aux yeux de sa mère, elle soit vraiment une autre, une seconde fille, et non un double raté de la petite Josette. Sans doute aurait-on dû aider la petite Josette à partir pour de bon, à mourir vraiment, lui octroyer un statut d'enfant juif mort dans la Shoah. Sans doute aurait-on dû offrir à la petite Josette Veil le rituel qu'on réserve à des enfants qui, durant leur trop courte vie, ont terriblement souffert, comme par exemple des prières singulières pour des enfants qui sont des sortes d'anges douloureux, partis trop tôt, et qui atteignent le monde des morts, à Olam Abba en hébreu, à l'aide d'un rituel conçu exprès pour eux, peut-être. Et puis, il y eut les mères qui sont revenues de déportation et qui retrouvèrent leurs enfants qui avaient été cachés. Comment ont-elles renoué le lien qui s'était brisé, du fait de la durée de la séparation et du fait aussi de l'expérience traumatique de la déportation? Comment se sont passées les retrouvailles? Arlette Schopfenberg, une enfant cachée, qui nous fait la joie d'être aujourd'hui avec nous à Isieux, nous a raconté que lorsqu'elle a revu sa mère pour la première fois en 1945, rue des Rosiers à Paris, lorsqu'elle a aperçu cette femme si maigre, qui avait survécu plusieurs années à Auschwitz dans le bloc 10, le bloc des expérimentations que dirigeait le diabolique Dr Klauberg, lorsque la petite Arlette a vu cette femme, dans une grande robe noire à pois blancs, marquée du numéro 50 344 tatoué sur son avant-bras, et que cette femme s'est approchée d'elle et qu'il l'a appelée par son prénom et qui a voulu la prendre dans ses bras, elle a pris peur. Elle ne l'a pas reconnue. Elle a crié « C'est une sorcière !» De cette réaction, Arlette, jusqu'à aujourd'hui, s'en veut encore. Tant sa mère, Krana, s'est révélée une maman parfaite, présente, attentionnée, proche de ses enfants, une veuve dont le mari avait été déporté et qui, malgré ses terribles cauchemars qui la rattrapaient chaque nuit, fut une mère et une grand-mère exceptionnelles. Si j'ai réussi dans ma vie, nous dit Arlette, c'est grâce à son aide, son soutien constant et tout ce qu'elle a fait pour moi. Ça va, Arlette? Pour finir,
je vous parlerai d'un type de mère bien singulier. Celles qui, pendant la Shoah, portaient un enfant dans leur matrice, alors qu'elles essayaient de survivre, alors que la grossesse, l'enfantement, était synonyme de condamnation à mort certaine, et pour qui cette grossesse fut le contraire, pour qui ce fut synonyme de survie. Elles furent rares, extrêmement rares. Ce fut le cas de la mère de Muriel, internée à Gurs avec son époux. Heureusement, le jour de leur arrestation, ce couple d'émigrés juifs polonais avait réussi à convaincre ceux venus les arrêter de ne pas emmener leur fille unique, de 4 ans, qui put être mise à l'abri. Ils étaient depuis quelques mois déjà au camp de Gurs, quand le mari, début mars 1943, a fait partie d'un convoi de déportation au camp de Sobibor. Son épouse réalise quelque temps plus tard, qu'elle est enceinte. Elle se dit qu'elle doit absolument quitter le camp. Elle obtient une autorisation de sortie pour aller voir sa fille, prétextant que la petite est gravement malade, ce qui est complètement faux. Elle quitte le camp en juin 1943, enceinte de 4 mois, et débute alors sa vie de clandestine. À partir de ce moment, elle va passer les mois restants de sa grossesse à chercher des endroits où se cacher. Muriel est née en novembre 1943 à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Muriel est un bébé posthume. Sa mère s'est débrouillée pour s'en occuper, la nourrir, la cacher. Muriel nous a raconté que sa mère, une fugitive du camp de Gurs, changeait chaque nuit d'habitation et qu'elle ne dormait jamais pratiquement dans le même endroit. Et qu'elle ne dormait pas du tout. Muriel se demande, encore aujourd'hui, comment sa mère, une femme étrangère parlant à peine le français, seule, sans son mari, d'abord enceinte, puis avec un nourrisson, a réussi à s'en sortir, à survivre dans ce contexte de traque et de persécution constante. Ce premier temps d'existence menacée, vécu dans une vigilance extrême, a amené Muriel à comprendre pourquoi elle n'avait jamais vu sa mère pleurer, jamais vu sa mère se plaindre, pourquoi elle non plus, elle ne sait pas pleurer. Il a également permis de comprendre à ses filles, aujourd'hui mères à leur tour, pourquoi Muriel, une femme lumineuse, dynamique, enthousiaste et exigeante, ne peut jamais se retenir d'envisager l'envers du bien, même dans les plus joyeux moments de la vie, l'empêchant toute d'être insouciante, comme s'il lui fallait toujours rester vigilante. Ce début d'existence dramatique et miraculeux nous a également fait comprendre comment un enfant à naître possédait déjà le pouvoir de sauver une femme, une mère juive. Muriel, dès avant sa naissance, a incité sa mère à s'évader et à tout faire pour mener à bien sa grossesse. Muriel débute son existence comme embryon ou fœtus sauveur, bon, si vous me permettez l'expression, et elle ne peut évidemment être une femme comme les autres. Elle est élevée par une mère qui a tenté l'impossible pour lui donner naissance et lui garantir de la survie. Quant au fond, Muriel et sa mère ont constitué un couple exceptionnel et indissociable dont on ne peut penser l'existence séparément. Pour terminer, j'évoquerai avec vous une autre naissance miraculeuse, une naissance comme il en exista rarement et que vous pouvez découvrir sur le site Audio Mémoire. C'est un nouveau site qui est proposé par Audrey Siour, consacré aux survivants de la Shoah et que vous pourrez bientôt aussi découvrir dans un ouvrage qui va paraître. Il s'agit de la naissance de Florence Schulman, née le 6 avril 1945 au camp de Bergen-Belsen, quelques semaines avant la libération du camp. Les parents de Florence, Brocha et Zelig, étaient des juifs polonais. Ils vivaient à Brzezin, non loin de Łódź.
Il s'était marié en 1937 et avait eu un fils, un merveilleux petit Yaakov, au début 1939. À l'époque, leur commerce est prospère et tout va pour le mieux. Mais la guerre éclate, ils sont internés dans le ghetto. Un jour, les nazis arrachent le petit garçon des mains de sa mère. Ils la massacrent à coups de cravache car elle résiste. Ils empoignent le petit par les cheveux et l'emmènent avec la grand-mère vers une destination inconnue. Broucha ne veut plus vivre. Elle tente de se suicider, mais n'y parvient pas. Le couple survit au ghetto, mais sera interné en camp de concentration. Au camp de Bergen-Belsen, Broucha découvre qu'elle est enceinte. Elle va mener sa grossesse jusqu'au bout. Peu de temps avant l'accouchement, elle s'adresse à une capo. Au risque de sa vie, elle avoue, elle lui dit « Je suis enceinte, je suis sur le point d'accoucher, je n'ai rien, même pas un linge pour envelopper mon bébé. » Et là, la capo a une réaction surprenante. Elle tend à Broucha un paquet de cigarettes et lui dit « Avec ça, tu auras tout ce que tu veux. » C'est vrai, Broucha le savait, un paquet de cigarettes à Bergen-Belsen, ça équivalait à un lingot d'or. Florence est née le 6 avril 1945. Le 15 avril, l'armée anglaise libère le camp. Quelque temps après la libération, Broucha a retrouvé son mari, survivant du camp tout comme elle. Les trois ont quitté la Pologne, l'Allemagne et la Pologne. Ils n'avaient plus aucune famille vivante et ils se sont établis en France. C'est à Paris que Florence a grandi et qu'elle s'est mariée avec un juif d'origine polonaise. Et c'est là qu'elle a eu une fille qui elle-même est devenue mère à son tour. Dans le groupe mensuel que nous animons au Mémorial de la Shoah à Paris avec Catherine Gransart et Elisabeth Malka, donc un groupe que nous animons au Mémorial de la Shoah depuis les attentats antisémites 2015, qui réunit des enfants cachés et des descendants de victimes de la Shoah sur 3 générations, il est apparu à tous que la naissance de Muriel et de Florence était miraculeuse. De fait, ce miracle fait d'elles des personnes hors du commun. Elles ont été conçues au milieu de l'enfer. Fœtus, embryon, puis nouveau-nés, elles ont résisté au nazisme et à sa volonté de voir le peuple juif disparaître. Et plus tard, elles ont à leur tour donné la vie. Autrement dit, elles incarnent la vie et la transmission de l'existence juive. Durant la Shoah, au lieu de précipiter la disparition de leur mère, elles ont fonctionné comme des protections pour leur mère, grâce à leur mère, et pour nous tous. Florence et Muriel sont des talismans vivants. Je vous remercie pour votre patience.